Bonjour Josépha et merci d'avoir accepté d'être notre invitée pour cette rubrique Un café avec. Et donc aujourd'hui, c'est un café avec toi. Josépha, est-ce que... ouais, moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup, Emeline, de m'avoir conviée dans Happy Ortho pour parler un peu de la prise en soins ostéopathique. Donc, je m'appelle Josépha Soto et puis je suis ostéopathe depuis 10 ans. Je suis l'heureuse maman de 3 enfants et j'ai pu observer au cours de leur croissance qu'ils avaient un développement complètement différent et notamment un développement alimentaire différent avec bien des difficultés et puis des facilités qui leur étaient propres. Et donc, j'ai voulu un peu comprendre en fait comment se mettait en place, comment ça se construisait, voilà. Et donc, je me suis formée. J'ai donc fait beaucoup de formations en pédiatrie et puis j'ai pu intégrer le DIU troubles de l'oralité à Lille et à Paris. Donc ça a été une réelle chance puisque ça m'a permis de comprendre, de poser vraiment les bases sur toute cette construction du neurodéveloppement et du développement alimentaire. Et j'ai eu par la suite la chance du coup d'exercer, d'avoir pu exercer en milieu hospitalier. Donc, je suis allée dans des services de réanimation pédiatrique et dans les services de neuropédiatrie au CHRU de Lille. Et donc, ça m'a permis vraiment d'être aux côtés d'équipes vraiment très compétentes avec tous leur complémentarité et leur vision très pluriprofessionnelle, avec des médecins, des infirmières, des kinés, des orthophonistes, etc. Donc, ça a vraiment été une expérience très riche pour moi. Je suis également chargée de cours à l'école d'ostéopathie dans laquelle j'interviens depuis de nombreuses années et maintenant je fais pas mal de formations aussi en postgradué où j'interviens pour plusieurs sociétés de formation. Et puis j'ai aussi un exercice en ville où je suis installée en libéral dans un cabinet pluridisciplinaire. Très bien. Merci Josépha. Alors on va aborder le suivi ostéo des bébés. Pourrais-tu nous éclairer en quoi consiste un bilan ostéo chez un bébé? Quels sont les points de vigilance à avoir, les points principaux que tu évalues? Et surtout, eh bien pour les personnes qui écoutent, eh bien, quand faut-il penser à envoyer chez l'ostéo pour un bilan pédiatrique? D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions dans cette question, donc on va essayer d'y répondre de façon un peu pragmatique. Donc déjà, je pense que il est peut-être important de redéfinir aussi l'ostéopathie. Qu'est-ce que c'est? Je pense peut-être s'il y a des mamans qui nous écoutent ou des gens qui ne connaissent pas du tout l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie, déjà, c'est une thérapie manuelle. Donc ça veut dire qu'on n'utilise que nos mains, on n'a pas d'autres outils. Et le but, c'est de rechercher les zones qu'on appelle les zones de restriction de mobilité, donc des zones qui ne bougent pas bien, des zones qui sont tendues en fait, qui sont sous tension, qu'on appelle dysfonction ostéopathique ou qu'on appelle hypomobilité ou qu'on appelle restriction de mobilité, qui peut toucher vraiment l'ensemble de toutes les structures du corps humain. Et en ostéopathie, on dit que toute restriction à un endroit donné du corps peut venir en altérer son état général, donc le déséquilibre global de la personne. Donc c'est plutôt une vision qu'on a un peu holistique, globale du patient. Voilà, donc on est des professionnels des troubles fonctionnels, donc quand ça fonctionne pas bien, entre guillemets, donc on va vraiment partir à la recherche de ces zones qui ne bougent pas, et l'objectif c'est de réveiller justement ces zones qui bougent pas pour révéler un potentiel de croissance ou un potentiel de développement optimal de ce bébé par exemple, puisque là c'est un bébé, mais le principe général il est le même pour un adulte aussi. Et donc, concernant le bilan ostéopathique, notamment celui d'un bébé, il va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, quand un bébé vient me voir avec ses parents, par exemple, il y a tout un temps d'interrogatoire au bureau, où là, on est installé au bureau, où du coup, j'écoute les parents et puis je pose des questions, du coup, en lien avec le motif de consultation, pour essayer de comprendre le mieux possible la problématique pour laquelle ils viennent me consulter.
Et puis après, il y a tout un temps où on bascule sur la table d'examen. Et là, c'est un examen clinique. Du coup, je fais déshabiller le bébé. Et puis, ce bébé, je vais avoir plusieurs temps dans mon examen clinique. En fait, je vais surtout, dans un premier temps, l'observer. Donc, je l'observe de façon statique, c'est-à-dire qu'on le pose sur la table et j'observe en fait la position dans laquelle il s'est installé. Donc, c'est une position de confort pour lui, dans la position dans laquelle spontanément il se met. Et puis après, j'ai un bilan du coup dynamique, donc je le regarde bouger. Comment bouge-t-il? Du coup, j'essaie d'observer, est-ce que c'est de façon symétrique? Est-ce qu'il tourne la tête aussi bien à droite qu'à gauche? Est-ce qu'il fait par exemple une jonction avec sa main à droite, sa main dans sa bouche plutôt à droite, plutôt à gauche? Voilà. J'essaie de voir si cette motricité, elle est plutôt harmonieuse, elle est plutôt symétrique, essayer de comprendre un peu comment il fonctionne. Et puis après, j'ai un autre temps où j'évalue la motricité, mais du coup avec stimuli. Donc là, je prends des stimulations sensorielles, donc plutôt visuelles et plutôt auditives pour le bébé. Et donc, je vais regarder un petit peu quelle est sa réponse quand je donne un stimuli. Est-ce qu'il va tourner la tête? Est-ce que du coup, comment il va réagir en fait quand il voit et qu'il entend quelque chose. Le but, c'est vraiment de comprendre cette observation me sert vraiment à essayer de déterminer en fait quelles sont les stratégies qu'emploie l'enfant, en fait comment il fonctionne dans son corps. C'est un peu l'idée. Donc après tout ce temps un peu observationnel, eh bien là on passe au testing. Donc là pour le coup voilà, je prends le bébé et puis je vais tester comme j'ai dit tout à l'heure en fait chaque partie de son corps, donc des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Je vais voilà chercher partir à la recherche, si on peut dire ça un peu comme ça, de toutes ces tensions, de toutes ces zones qui ne bougent pas et qui pourraient du coup être un petit peu un frein au développement optimal de l'enfant. Donc, une fois que j'ai établi un peu toutes les restrictions que j'avais trouvées, eh bien, à ce moment-là, on passe au traitement. Donc, c'est un traitement purement manuel. Je n'utilise que mes mains, je n'ai rien d'autre. Et donc là, à l'aide vraiment d'un toucher doux et non douloureux, avec un doigté complètement précis et adapté. Ça n'existe pas les manipulations chez un bébé. Ce sont que des techniques douces. Eh bien là, je vais normaliser les tensions que j'ai trouvées chez ce bébé. Vraiment, comme je vous ai dit, afin de relancer un potentiel de croissance et puis pour permettre du coup à ce petit bébé d'expanser le bon développement dans le bon sens et avoir une trajectoire de croissance qui soit la plus harmonieuse possible. Donc voilà un petit peu un bilan ostéopathique, mais c'est déjà écouter, regarder, donc il y a tout un temps pour l'observation et puis il y a tout un temps pour le testing, le tester ce petit bébé, puis pour le traiter et puis après il y a le temps où on se rhabille, du coup j'explique aux parents ce que j'ai trouvé, ce que j'ai traité, quel est mon plan de prise en charge aussi parce que est-ce que j'ai besoin de revoir ce bébé, est-ce que je pense qu'il faut y intégrer un autre professionnel et quels sont les conseils du coup que je peux leur donner, des petits aménagements à faire à la maison ou des choses comme ça. Voilà comment se passe un bilan et une consultation du coup ostéopathique dans sa globalité. Merci. Ouais. Après, la question se posait aussi du point de vigilance et ça, je pense que c'est aussi une question extrêmement importante parce que en tant qu'ostéopathe, nous sommes des professionnels de première intention. Ça veut dire que un patient, pour venir nous voir, il n'a pas besoin d'être allé voir le médecin au préalable et d'avoir eu une consultation médicale. Donc, le premier des points de vigilance que je dois avoir et que je dois assurer, c'est que ce petit patient qui vient me voir relève bien de mes compétences et qu'on ne s'est pas trompé de champ de compétences et que ce petit patient n'était pas pour un médecin. Et donc, il faut absolument que je fasse un bilan aussi un petit peu médical pour voir si ce patient relève bien des compétences de l'ostéopathe. Et si quelque chose m'interpelle ou me semble un peu en décalage par rapport à ce que je devrais trouver par rapport à cet âge-là, à ce moment-là, évidemment, il faut tout de suite référer ce patient et qu'il ait une consultation médicale. Ça, c'est vraiment hyper important.
Après, c'est posé aussi la question des, quand faut-il envoyer un bébé chez l'ostéo? Du coup, c'est un peu nos motifs de consultation. Quels sont les motifs de consultation, du coup, pour lesquels on vient consulter un ostéo? Alors, ils peuvent être divers, hein, mais les motifs de consultation les plus courants, les plus fréquents qu'on a, en tout cas chez un bébé, c'est un bilan post-naissance. Hein. Il y a beaucoup de parents qui nous envoient leur bébé en disant ça m'a été conseillé, on vient faire un bilan pour savoir s'il n'y a pas de tension dans le corps de cet enfant. Ensuite, on a tous les défauts de rotation de tête, hein, un enfant qui reste toujours la tête du même côté, donc qui serait bloqué avec du coup une tête qui s'aplatit, hein, qu'on appelle plagiocéphalie, ou alors une posture en torticolis, ou alors un patient quand on installe, en fait, il y a une asymétrie posturale, hein, il est positionné un peu comme s'il était positionné en banane, il n'est pas droit sur le plan de table. Ça, ce sont des motifs de consultation. Et puis, tous ces bébés qui vont être inconfortables. Hein, la maman, elle vous dit ah ben j'ai l'impression il s'accroche au sein, mais en même temps, il fuit en arrière. Des bébés qui se tortillent beaucoup, qui pleurent beaucoup. En fait, comme si on avait l'impression qu'ils étaient dérangés par quelque chose. Hein, du trouble fonctionnel, ça va, hein, il grandit bien, tout va bien, etc. Mais on a l'impression qu'on pourrait quand même améliorer. Voilà, on le sent un petit peu gêné, quoi, hein, un petit peu avec des petits troubles digestifs, avec des coliques, voilà, un bébé qui fronce souvent les sourcils ou une maman qui dit bah moi je sens que mon bébé il est jamais détendu. Hein, ça, ce sont des motifs de consultation pour lesquels on vient nous voir. D'accord, merci. C'est vraiment hyper intéressant. Est-ce que ça me fait penser, Josépha, est-ce que dans les difficultés alimentaires des enfants, du coup, est-ce que ça peut être un motif de consultation? Parce que tu parlais de la prise du sein, notamment un bébé qui se décroche un peu du sein et tout ça, ça peut être un motif, ça aussi, du coup, de consultation. Ah oui, 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 tout à fait. Hein. Évidemment, du coup, tous les troubles alimentaires. On en reparlera certainement après. Et ben justement, donc à l'instant, est-ce que tu peux nous indiquer les points de vigilance aussi particuliers? En tout cas, toi, quels sont tes points de vigilance particuliers en cas de difficulté alimentaire avérée? Alors, effectivement, donc, tout dépend effectivement, comme on en parlait, si c'est une alimentation encore liquide ou alors semi-solide ou déjà solide, tout dépend de l'âge. Hein. Je vais pas avoir les mêmes points de vigilance évidemment si c'est un enfant encore nourri au lait ou pas. Mais ça veut dire que tout ce que j'ai dit tout à l'heure du bilan ostéo, eh bien, on va vraiment l'axer sur les troubles alimentaires. Donc, à l'interrogatoire, ça va du coup être un interrogatoire vraiment spécifique sur l'alimentation. Hein, j'ai besoin de savoir du coup comment ça se déroule à la maison, quel stress aussi on met par rapport à ça, hein, parce que ça va être hyper important. Cette maman, comment elle le vit, comment ils arrivent quelles sont les adaptations qu'ils ont réussi à trouver. Hein, et puis, est-ce qu'il y a des signes associés? Est-ce qu'il y a des régurgitations? Est-ce qu'il y a des fausses routes? Comment se passe la digestion? Est-ce qu'on peut le toucher, cet enfant? Est-ce qu'il y a des irritabilités tactiles? Est-ce qu'il a un réflexe nauséeux? Est-ce qu'elle a l'impression qu'il a mal quelque part? Voilà, je vais essayer de comprendre un petit peu tout ce qu'il y a autour de cette alimentation au cours de l'interrogatoire. Et puis, au cours, moi, de mon testing et puis du coup, de mon traitement qui va en découler, je vais vraiment m'orienter, même si l'ostéopathie, on l'a dit, hein, c'est une thérapie globale, je vais avoir en tout cas, une vigilance particulière sur toute cette sphère, du coup, oro-bucco-faciale, hein, et puis sur toute la zone, du coup, de la base de la tête, des cervicales et de l'orifice supérieur du thorax. Hein. Donc, je vais vraiment regarder un peu cette bouche, cette langue, le plan mandicateur, les ATM, donc c'est les articulations ici de la mâchoire. Je vais vraiment aller voir où vient s'insérer cette langue, donc c'est tout le plancher buccal.
On déglutit avec toute cette face antérieure du cou, donc ici qu'on appelle l'osioïde. Donc s'il n'y a pas de tension sur les supra ou sur les infrahyoïdiens, est-ce qu'il y a une bonne mobilité de toute cette tête pour pouvoir justement orienter cette bouche? Et puis c'est que toute cette sphère, elle repose aussi sur un socle qu'on appelle aussi l'orifice supérieur du thorax. Donc je vais aussi attacher beaucoup d'importance à l'orifice supérieur du thorax. Il y a des grands muscles en fait qui viennent de là à là. Donc je vais vraiment essayer de retirer toutes les tensions de cette zone et vraiment avoir une vigilance particulière lors de mon testing. En tout cas, après, si je trouve pas de tension, je traiterai pas forcément cette zone, mais lors de mon testing, en tout cas, l'interrogatoire et le testing vont vraiment être orientés, en fait, autour des liens qu'on peut faire avec cette zone. Ok, super, merci. Si aucun diagnostic de trouble alimentaire pédiatrique n'a été posé pour l'enfant et que toi, tu observes des difficultés à ce niveau, est-ce qu'il t'arrive de réorienter une maman et son bébé en cas de doute? Et si oui, vers qui? Vers quel professionnel? Oui, très souvent, il nous arrive de réorienter une maman et son bébé parce que j'ai regardé du coup un peu Happy Ortho, mais on se rend compte du coup de la complexité de la problématique, et que du coup, je pense que chacun peut avoir son champ de compétences et c'est en ça où on va être évidemment en lien avec les parents, mais c'est en ça où on va être bon si on amène chacun notre champ de compétences. Et moi, mon acte dans les troubles alimentaires, s'il est unique et isolé, l'acte ostéopathique, il sert à rien, j'ai envie de dire. Donc évidemment, mais je peux être un maillon de la chaîne, quoi. Mais il faut qu'il y ait cette chaîne, le maillon tout seul. Donc aller chercher l'avis d'autres professionnels, oui, évidemment. Alors du coup, si c'est plutôt un bébé, eh bien déjà m'assurer, comme Arnaud l'a dit, de cette croissance harmonieuse. Donc est-ce que je vous l'ai dit, on est des professionnels de première intention, donc ce côté vital, ce bébé, il faut qu'il grandisse, qu'il grossisse. Donc le côté vital, m'assurer déjà à l'aide du carnet de santé que les courbes soient respectées, qu'il n'y ait pas de cassure de courbe. Ça, c'est très important. Sinon, j'irai dans tous les cas chercher un référent médical. Après, si c'est plutôt donc avec tout ce que j'ai réussi à voir moi au cours de ma consultation, si je me dis ça serait peut-être judicieux qu'on change lait ou qu'on change l'eau, ou alors la position de l'allaitement, ou cette maman peut-être je sais pas un tire-lait, ou voilà des outillages comme ça, je vais plutôt aller demander l'aide du coup de la sage-femme ou de la conseillère en lactation, si c'est un bébé. Voilà, parce que c'est des choses sur lesquelles j'interviens pas. Après, si je me rends compte que c'est un bébé, par exemple, qui a un torticolis, qui peut pas bouger la tête d'un côté, forcément, ça va être compliqué pour aller, pour s'orienter et avoir une ouverture de bouche, par exemple, coordonnée et symétrique. Et donc là, ou d'asymétrie posturale, des enfants aussi, on voit des fois. Quand ils se tiennent, on a l'impression que le plan manducateur est complètement en inclinaison. Bien à ce moment-là, ça sera plutôt un travail en complémentarité avec le kiné. Je vais demander qu'il intervienne lui sur toute sa rééducation psychomotrice aussi, tout ce qu'il sait faire. Évidemment, l'orthophoniste, si c'est plutôt du coup, si c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la rééducation orofaciale, je me rends compte que cette langue, il faut aller la travailler, qu'elle reste en arrière, qu'il faut vraiment là, du coup, j'aurais besoin vraiment de l'aide et de l'expertise là plutôt de l'orthophoniste ou du tonus des lèvres, où on voit que cette joue ou cette bouche un peu ouverte, ou voilà, ça c'est, ou alors aussi de l'outillage. Je me dis c'est peut-être le biberon qui est pas hyper adapté, ou la tétine, ou là plutôt quelque chose de cet ordre-là. Et bien là du coup je vais plutôt aller chercher l'expertise de l'orthophoniste. Et puis ça peut être aussi la psy à ce moment-là, parce que il y a plein de fois aussi où au cours de mes consultations, je vois des mamans qui sont vraiment en souffrance devant la problématique de leur enfant, et de pas savoir les nourrir, de vraiment toucher à ce lien nourricier. Et du coup, je peux aussi conseiller, ça m'est déjà arrivé de conseiller à la maman du coup de se faire aussi un peu épauler et de se sentir aussi moins seule face à cette problématique-là. Ça, c'était plutôt pour les bébés. Si par contre, c'est un enfant de plus de 3 ans, tu vois, qui est vraiment passé plutôt sur une déglutition secondaire et qui est dans la verticalité, quoi, qui a acquis la marche depuis longtemps, qui est vraiment dans cette verticalité,
Du coup, je vais plutôt aller chercher des professionnels en lien avec les entrées posturales, donc qui vont avoir une importance. Et donc là, ça peut être l'orthodontiste, donc ça peut être tout ce travail justement du plan manducateur, du palais, etc., qui est une réelle entrée posturale avec le plan d'occlusion des dents, etc. Ou alors, du coup, sur les appuis podaux, et ça peut être aller demander l'aide du coup du podologue. D'accord. J'essaie de... Voilà, je pense que c'est tous les professionnels que je peux aller chercher. Ouais, Au très cours bien. de mon soin. Super. Est-ce que, alors tu viens d'en parler, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus spécifiquement du lien que tu fais avec les orthophonistes? Est-ce que tu travailles en lien avec, des orthos dont tu es suivi? Et en tout cas, si oui, et je pense que c'est le cas, en quoi ce partenariat te semble important? Alors, bah oui, et effectivement, au sein de mon cabinet, en fait, la porte en face, c'est la porte de l'orthophoniste. Donc, il nous arrive évidemment de faire des consultations conjointes, du coup, d'essayer de croiser nos regards, chacune dans nos compétences, pour essayer un peu d'avoir une réflexion sur la façon dont on pourrait aider ce petit patient. Et donc, évidemment, ce partenariat me semble complètement indispensable parce que, en fait, en tant qu'ostéopathe, moi, le patient, je vais le voir, en tout cas quand il est comme ça en face de problématiques, toutes les 3 semaines peut-être. J'ai une échéance de traitement. Je peux pas voir le patient toutes les semaines ou c'est pas possible. En fait, mon traitement, il faut que l'enfant ancre le traitement et que de nouveau il fonctionne autrement pour que moi je puisse le revoir. Donc en fait, si moi je corrige des choses et qu'après ce n'est pas repris de façon un peu répétitive, en fait, c'est la répétition qui va faire l'acquisition de la fonction. Et du coup, si c'est pas pris de façon répétitive avec du coup l'orthophoniste, comme un torticolis avec le kiné, si c'est pas pris en rééducation, moi mon acte il va pas tenir dans le temps ou ça sera pas du tout le bon choix à faire, quoi, de travailler toute seule, comme je t'ai dit tout à l'heure. En fait, s'il est unique et isolé, en fait, j'aurais pas les effets. J'aurais pas les effets escomptés, quoi. En tout cas, de ce que je vois sur du long terme, en tout cas pour cet enfant-là. Et évidemment, tout ça se passe de façon aussi étroite avec les parents parce que ce sont eux aussi qui l'ont à la maison tout le temps, pour le coup. Je pense que l'ostéo, ça peut être de temps en temps. Celui qui fait de la rééducation, du coup, voilà l'information à la PT. Et ceux qui les ont tout le temps, eh bien, ce sont les parents aussi. Donc, les intégrer complètement à notre soin, bien qu'ils comprennent pourquoi on le fait, dans quelle démarche, etc. Et puis, du coup, essayer de donner des petits conseils à la maison pour rentrer tout ce qu'on fait dans un acte, pas qu'il soit rééducateur, mais qu'il soit aidant dans le sens où si on peut leur donner des conseils sur les actes de la vie quotidienne, du coup, en disant, quand vous changez votre bébé sur un plan de table, et ça, on sait que ça va être répété 10 fois par jour, du coup, on l'ancre comme ça. Mais effectivement, du coup, c'est indispensable, en fait, de travailler avec les orthophonistes qui, elles, vont le voir vraiment de façon plus fréquente et ça va s'ancrer et très vite, du coup, ça peut repartir dans une dynamique qui sera la bonne. Super. Eh bien, écoute, un grand merci, Josépha. C'était vraiment très intéressant d'avoir vraiment ta vision et puis globale de l'enfant dans les difficultés pédiatriques, alimentaires et autres. Et puis d'avoir vraiment, là, je pense que c'est clair pour tout le monde de voir vraiment qu'est-ce que l'ostéo, qu'est-ce que ça peut apporter et ce lien que tu fais tant avec les professionnels qu'avec les parents. Et c'est vrai que les parents sont très importants dans tous les suivis qu'on met en place en fait avec leurs enfants, puisque comme tu disais, ce sont les partenaires, les premiers partenaires de leurs enfants. Un grand merci et à bientôt, Josépha. À bientôt. Au revoir. Au revoir.